Blueprint 14. Le pardon radical. Chapitre 1. Je suis le gardien souverain de mon énergie vitale. Je suis ici, dans le silence de mon être, je peux sentir le courant subtil de la vie. Ce n'est pas une pensée, c'est une sensation. Une chaleur douce au centre de ma poitrine, un flux constant qui anime chaque cellule, chaque fibre de mon corps. C'est mon énergie vitale. C'est la rivière de ma propre force, la substance de ma présence au monde. Pendant longtemps, j'ai pu ignorer cette rivière, la laisser être détournée, polluée, gaspillée, sans même m'en rendre compte. Aujourd'hui, je me poste sur sa rive. Et je réclame mon droit et mon devoir. Je ne suis pas une victime des circonstances, une feuille emportée par le courant des événements. Je suis le gardien. Je suis le seul et unique souverain de ce royaume intérieur, le seul maître de cette rivière d'énergie. Je peux sentir la couronne de cette responsabilité se poser sur ma tête, non pas comme un poids, mais comme une source de dignité et de puissance. Ma première et plus sacrée mission est de protéger cette énergie, de la nourrir, de m'assurer qu'elle coule, pure et puissante, au service de ma propre croissance et de ma propre paix. Je suis le gardien souverain de mon énergie vitale. Cette identité devient mon point d'ancrage. Chaque décision, chaque pensée, chaque relation est maintenant passée au crible de cette simple question. Est-ce que cela nourrit ma rivière ou est-ce que cela la draine ? Je peux sentir cette nouvelle clarté s'installer en moi. Je ne suis plus une ressource à la disposition de tous. Je suis un trésor et je suis mon propre gardien vigilant. Même si par le passé j'ai pu laisser les vannes de mon énergie ouvertes, permettant au ressentiment, à la colère et au passé de la vider, je me tiens maintenant devant le barrage et je ferme les vannes. Cette souveraineté est une sensation de plénitude. Je sens mon énergie, qui était autrefois dispersée, commencer à revenir à moi, à remplir mon réservoir intérieur. La rivière monte, elle devient plus profonde, plus calme, plus puissante. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est l'acte de responsabilité le plus fondamental, car ce n'est que depuis un état de plénitude que je peux véritablement créer, aimer et vivre. Je suis le gardien, et mon règne commence maintenant. Chapitre 2. J'audite le coût exorbitant du ressentiment dans ma vie. Je suis le gardien, et je fais l'inventaire. Je prends le grand livre de ma vie, un volume lourd, relié de cuir, et je l'ouvre à la section des dettes. Je le fais sans jugement, avec la froide précision d'un auditeur. Je regarde cette ligne, ce nom, cet événement qui est inscrit là depuis si longtemps, la dette du ressentiment. Je ne regarde plus l'histoire, je regarde le coût. Je peux le sentir, page après page, chaque heure de sommeil perdu à rejouer la scène, chaque moment de joie gâché par une pensée amère qui a surgi de nulle part, chaque conversation où j'ai déversé ce poison, alourdissant mon présent avec le poids du passé. Ce sont des lignes de débit écrites à l'encre rouge de ma propre énergie vitale. Je peux sentir le poids de ce livre dans mes mains, le poids de la fatigue chronique, de la méfiance, du cynisme. Je vois comment ce ressentiment a agi comme un filtre sombre, colorant ma perception de la vie, me faisant anticiper la trahison, me fermant à la confiance. Je reconnais que ce n'est pas une position de force, c'est une prison. Une cellule que j'ai moi-même construite et dont je suis le seul prisonnier. L'autre est peut-être libre, mais moi, je reste ici, enchaîné à la mémoire de la blessure. Je ressens le froid de ces chaînes, le frottement du métal sur ma peau. Même si une partie de moi a pu croire que garder ce ressentiment était une forme de justice, l'audit est clair, le verdict est sans appel. Le coût est exorbitant, le prix que je paie chaque jour, en énergie, en paix, en liberté, est infiniment supérieur à la satisfaction amère de maintenir cette dette. Je ne suis pas en train de juger mes choix passés. Je suis en train de constater un fait financier et énergétique. Cet investissement dans la rancune est le plus mauvais de toute ma vie. Le livre des comptes est clair, et la faillite est proche. Chapitre 3. Je reconnais le non-pardon comme une hémorragie énergétique continue. Le grand livre est ouvert, le coût est établi, je regarde maintenant la nature de la dette avec une clarté nouvelle. Je comprends que le problème n'est pas la blessure initiale. La blessure initiale a été un coup. Le non-pardon est la décision de maintenir la plaie ouverte, de la gratter chaque jour pour qu'elle ne guérisse jamais. Je ressens cela dans mon corps, je visualise ma rivière d'énergie vitale, et je vois la brèche du non-pardon. Je vois ma propre énergie, cette substance chaude, dorée et précieuse, qui s'écoule par cette ouverture, goutte à goutte, seconde après seconde, jour après jour. C'est une hémorragie, lente, silencieuse, mais continue. C'est moi qui,
par mon attachement à l'histoire, par mon refus de lâcher prise, maintient cette fuite active. Le ressentiment n'est pas une arme que je pointe vers l'autre, c'est une blessure que j'entretiens en moi. Je peux sentir la faiblesse qui en résulte, l'anémie spirituelle, le manque de force pour construire mon avenir, parce que toute mon énergie est en train de s'écouler dans mon passé. Je réalise avec une lucidité terrible que je suis la seule source de mon propre épuisement. Même si une partie de moi a pu croire que pardonner serait un cadeau fait à l'autre, je vois maintenant que c'est un acte de survie pour moi-même. Il ne s'agit pas de l'autre, il s'agit de moi, il s'agit de stopper l'hémorragie, il s'agit de poser un garrot, il s'agit de permettre à mon propre corps, à ma propre âme, de commencer enfin le processus de cicatrisation. Je ne suis pas une victime passive de cette blessure, je suis le participant actif qui, à chaque instant, choisit de la laisser saigner ou de la fermer. Et aujourd'hui, en cet instant, je choisis de vivre, je choisis de fermer la plaie. Chapitre 4. Je sépare les faits objectifs de la charge émotionnelle que j'y ai attachée. Je suis le gardien de mon énergie et j'ai pris la décision de stopper l'hémorragie. Mon premier acte n'est pas de fermer la plaie, mais de la nettoyer. Pour cela, je dois séparer les tissus sains des tissus infectés. Je dois séparer les faits de l'histoire. Je prends l'événement, la blessure originelle. Je le place sur la table d'opération de ma conscience. Avec la précision d'un chirurgien, j'utilise le scalpel de la clarté. Je commence à disséquer. D'un côté, je place les faits objectifs, bruts, observables, ceux qu'une caméra aurait pu enregistrer. Telle personne a dit ces mots, telle action a eu lieu à tel moment. Je les liste, sans adjectif, sans drame. Ils sont froids, neutres, inertes. De l'autre côté, je place la charge, toute la signification, toute l'interprétation, toute la souffrance que j'ai tissée autour de ces faits. Il a dit ces mots, CE, qui signifie que je suis sans valeur. Elle a fait cette action, CE qui prouve que je serai toujours abandonné. Je vois cette charge comme une sorte de tissu cicatriciel émotionnel, une masse enflammée et douloureuse qui s'est formée autour des faits. C'est cette masse, et non les faits eux-mêmes, qui est la source de l'infection et de l'hémorragie continue. En faisant cette distinction, le pouvoir de l'événement commence à se dissiper. Je réalise que les faits sont immuables. Ils appartiennent au passé. Ils sont aussi neutres qu'une roche. Mais l'histoire que je me raconte à leur sujet, la charge émotionnelle, elle, m'appartient. Elle est dans mon présent. Et si elle m'appartient, je peux choisir quoi en faire. Je ne suis plus la victime du fait. Je suis le propriétaire de l'interprétation. Et le propriétaire peut toujours choisir de rénover sa maison. Chapitre 5. Je comprends que la dette n'existe que dans ma propre perception. Les faits et l'interprétation sont séparés. Je regarde maintenant la notion même de la dette. Je tiens ce contrat imaginaire dans mes mains. Le contrat qui stipule que l'autre me doit des excuses, une réparation, une reconnaissance. Je regarde ce contrat de plus près et je vois qu'il n'y a qu'une seule signature au bas de la page, la mienne. L'autre n'a jamais signé ce contrat. Il ne sait peut-être même pas qu'il existe. C'est un accord que j'ai passé avec moi-même. Un accord qui dit « Je ne serai pas en paix tant que cette dette ne sera pas payée ». Je suis à la fois le créancier et le prisonnier de mon propre contrat. Je comprends avec une clarté fulgurante que cette dette n'a aucune réalité en dehors de ma propre perception. Elle n'existe pas dans le monde physique, c'est une construction de mon esprit. C'est une histoire que je maintiens en vie par la puissance de ma propre attention. Je suis le banquier qui regarde chaque jour un compte débiteur, enrageant de ne pas voir de dépôt, sans réaliser que c'est moi qui paie les frais de tenue de compte avec mon énergie vitale. Même si cette dette a pu me sembler aussi réelle qu'une montagne, je la vois maintenant pour ce qu'elle est, une bulle de savon. Belle, iridescente de l'injustice que je ressens, mais fondamentalement vide. Et si je suis celui qui la maintient en l'air par le souffle constant de mon ressentiment, alors je suis aussi celui qui peut choisir de s'arrêter de souffler et de la regarder simplement éclater. La dette n'est pas réelle. Seul son coût pour moi est réel. Chapitre 6. J'accepte radicalement ce qui a été sans condition. La dette est une illusion. Les faits sont des pierres inertes du passé. Je suis maintenant face à l'acte le plus puissant et le plus difficile de la préparation au pardon, l'acceptation. Je ne parle pas de cautionner, d'approuver ou d'excuser. Je parle de l'acceptation radicale. L'acte de regarder la réalité du passé, exactement telle qu'elle a été, et de cesser de lutter contre elle. C'est l'acte de déposer les armes dans une guerre que je ne pourrai jamais gagner. Car on ne peut pas gagner une guerre contre ce qui a déjà eu lieu. Je ressens la résistance en moi, la partie de moi qui crie « Ce n'est pas juste !» Ça n'aurait pas dû arriver. Je l'entends. Je la remercie pour sa quête de justice. Et puis, doucement, je lui explique. Lutter contre le passé, c'est comme essayer de repousser la marée avec ses mains. Cela ne fait que nous épuiser.
j'inspire, et à l'expiration, je lâche le désir que le passé soit différent. Je laisse tomber la corde de la lutte. C'est arrivé. 3 mots, simples, dévastateurs et libérateurs. Je peux sentir mes muscles se détendre. Je peux sentir mon système nerveux qui soupire de soulagement. La guerre est finie. J'ai perdu. Et dans cette défaite, je trouve la paix. L'acceptation radicale n'est pas une faiblesse, c'est le summum de la force. C'est la reconnaissance que mon pouvoir ne réside pas dans ma capacité à changer le passé, mais dans ma capacité à créer mon présent et mon avenir. En acceptant ce qui a été, je libère toute l'énergie qui était bloquée dans la résistance. Et cette énergie immense, je peux maintenant la rapatrier. Le nettoyage de la plaie est terminé. Elle est si prête à être refermée. Chapitre 7. Je choisis le pardon radical comme un acte de puissance personnelle, pas de faiblesse. La plaie est nettoyée, la guerre contre le passé est terminée. Je suis maintenant devant la porte du pardon, et je vois cette porte non pas comme un lieu de reddition, mais comme le centre de commandement de ma propre souveraineté. Je choisis le pardon, je le choisis activement. Ce n'est pas un sentiment qui me submerge, c'est une décision que je prends. Une décision froide, stratégique, délibérée. Je la prends non pas parce que l'autre le mérite, non pas parce que le temps a guéri la blessure, je la prends parce que je suis le gardien de mon énergie vitale et que cette décision est l'acte le plus égoïste et le plus puissant que je puisse poser pour ma propre libération. Le pardon n'est pas la faiblesse, c'est la force ultime. La faiblesse est de rester enchaîné à une autre personne par les liens de la haine, de lui donner le pouvoir de dicter mon état émotionnel des années après les faits. La puissance est de couper ses chaînes, de déclarer unilatéralement mon indépendance émotionnelle. De dire « ce que tu as fait partie du passé ». Mais ton pouvoir sur mon présent et mon avenir, lui, se termine ici et maintenant, par ma seule décision. Je ressens la puissance de ce choix. C'est un acte de création. Je ne suis plus en train de réagir au passé. Je suis en train de créer un nouvel avenir. Un avenir où ma rivière d'énergie n'a plus de fuite. Un avenir où le grand livre de ma vie n'a plus de pages écrites à l'encre rouge du ressentiment. C'est une déclaration d'amnistie, non pas pour l'autre, mais pour moi. Je me libère de la prison d'être le juge et le geôlier de mon propre ressentiment. Chapitre 8. Je décide d'annuler la dette pour ma propre libération. La décision est prise. Je tiens maintenant le contrat imaginaire de la dette. Je sens son poids, le poids de l'attente, de l'injustice. J'ai compris que ce contrat est une illusion que je maintiens en vie. Et maintenant, je vais accomplir l'acte administratif de sa dissolution. Je prends un tampon. Il n'est pas fait de caoutchouc, mais de la substance de ma volonté souveraine. Sur ce tampon sont gravés les mots « dette annulée ». Ce n'est pas « dette pardonnée ». Ce n'est pas « dette oubliée ». C'est annulé, comme une mauvaise créance qu'une banque choisit de radier de ses livres parce que le coût de la recouvrer est supérieur à sa valeur. L'acte est économique, logique. Avec une intention claire et une main ferme, j'appose ce tampon sur le contrat. Kaerak. Le son est définitif. C'est le son d'un os qui se remet en place. C'est le son d'une chaîne qui se brise. Je vois l'encre rouge s'imprégner dans le papier. La dette n'existe plus. Elle est effacée des registres. Je ne suis plus un créancier. L'autre n'est plus un débiteur. Nous sommes simplement deux personnes qui ont partagé un moment douloureux dans le passé. La relation de dette qui nous liait est dissoute. Je ressens un allègement immédiat. Un poids immense que je portais sur mes épaules, le poids d'attendre quelque chose qui ne viendrait jamais, se dissout dans l'air. Je ne suis plus en attente. Je suis libre. Je n'ai plus besoin d'excuses. Je n'ai plus besoin de reconnaissance. Je n'ai plus besoin de rien de l'autre pour être complet et en paix. En annulant sa dette, je me suis libéré moi-même. Chapitre 9. Je reprends la responsabilité totale de mon état intérieur. La dette est annulée. L'énergie qui était projetée vers l'extérieur, attendant un paiement, revient à moi en un flot puissant. Et avec cette énergie, je rapatrie la responsabilité finale. Je reconnais, avec une clarté radicale, que depuis cet instant, mon état intérieur est ma création à 100%. L'autre personne, l'événement passé, ne peuvent plus être utilisés comme des excuses pour ma colère, ma tristesse ou ma peur. Le blâme est un luxe que je ne peux plus me permettre, car c'est une fuite d'énergie que j'ai juré de protéger. J'ai refermé la plaie. Je ne peux plus prétendre que c'est elle qui me fait souffrir. Je suis la source de ma propre paix. Je suis la source de ma propre joie. Si je ressens une émotion difficile, je ne regarde plus en arrière pour trouver un coupable. Je regarde à l'intérieur pour trouver la cause et la solution. Je suis le gardien, l'architecte et le souverain. Le pouvoir de réguler mon propre royaume est entièrement entre mes mains. Même si cette responsabilité peut sembler écrasante, je la ressens comme la plus grande des libérations. Je ne suis plus une victime. Je ne suis plus à la merci des actions des autres. Je suis la cause première de ma propre expérience. Cette reprise de pouvoir est l'acte final qui scelle la plaie. L'hémorragie est stoppée non seulement parce que j'ai pardonné,
mais parce que j'ai repris la pleine propriété de mon propre bien-être. Le passé n'a plus aucun pouvoir sur moi, car je suis le seul pouvoir dans mon présent. Chapitre 13. Mon grand livre est équilibré. Je suis libre de toute dette émotionnelle. Je me tiens dans la bibliothèque silencieuse de mon âme. Devant moi, le grand livre de ma vie. Je le prends, il semble plus léger. Je l'ouvre, les pages autrefois lourdes, tachées de l'encre rouge du ressentiment, sont maintenant propres. La colonne des dettes est vide. Chaque ligne a été soldée, non pas par un paiement, mais par un acte de grâce souveraine. La mienne. Je ressens l'équilibre. Il n'y a plus de compte à régler, plus de justice à attendre. Le passé a été accepté. Les dettes ont été annulées. Le livre est en paix. Et parce que le livre est en paix, je suis en paix. Je peux sentir cette paix comme un silence profond, un lac de montagne sans une seule ride. Ce n'est pas une paix fragile, dépendante des circonstances. C'est une paix structurelle, ancrée dans la certitude que je ne suis plus en guerre avec mon histoire. Je suis libre de toute dette émotionnelle. Je ne dois rien au passé, et le passé ne me doit rien. Je suis libéré de l'obligation de rejouer les vieilles scènes, de ressasser les vieilles injustices. La porte de la prison s'est ouverte, non pas parce que le geôlier a eu pitié, mais parce que j'ai réalisé que j'étais mon propre geôlier et que j'ai toujours eu la clé. Même si le souvenir des événements peut rester, il a perdu sa charge. C'est maintenant une histoire dans un livre, une cicatrice blanche sur la peau, une preuve de résilience, pas une plaie ouverte. Je peux regarder le passé sans être aspiré par lui. Je suis émotionnellement solvable. Et cette solvabilité est la plus grande richesse qui soit. Chapitre 14. Je récupère mon énergie vitale et je la redirige vers mon avenir. L'hémorragie est stoppée. Le grand livre est équilibré. Et je le sens, l'énergie, un flot puissant, chaud, doré, qui revient à moi. C'est toute l'énergie qui était gaspillée, jour après jour, à maintenir le ressentiment en vie, à alimenter la colère, à surveiller la dette. Elle n'a plus de fuite vers le passé. Elle est entièrement disponible, ici et maintenant, dans mon présent. Je ressens cette énergie comme une montée des eaux. La rivière, qui était à un niveau dangereusement bas, se remplit à nouveau. Elle déborde de ses rives. Je sens une nouvelle vitalité dans mon corps, une nouvelle clarté dans mon esprit. La fatigue chronique, le brouillard mental qui accompagnait le non-pardon, se dissipe comme une brume au soleil levant. Je me sens léger, je me sens puissant, je me sens plein. Je suis le gardien souverain, et maintenant j'ai un capital, un immense capital d'énergie vitale. La question n'est plus de savoir comment survivre, c'est de savoir comment vivre. Je me tiens à la croisée des chemins, non plus en regardant en arrière, mais en regardant devant, et je choisis. Je choisis de rediriger ce fleuve d'énergie. Je le dirige vers la construction de mon avenir, vers mes projets, mes rêves, mes relations saines, mes passions. Je peux sentir cette énergie qui se déverse dans les canaux que je choisis, irriguant des terres qui étaient restées arides pendant des années. Je ne suis plus en train de réparer le passé, je suis en train de créer l'avenir. Et j'ai tout le carburant dont j'ai besoin pour le voyage. Chapitre 15. Je suis léger, puissant et en paix absolue avec le passé. Je suis debout, je ressens mon corps, mais il est différent. Il manque quelque chose, un poids immense, un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié sa présence. Il n'est plus là. Je suis léger. Je peux bouger, respirer, danser avec une liberté que j'avais oubliée. Je ressens ma puissance. Ce n'est pas une puissance agressive. C'est la puissance tranquille et stable d'une rivière qui a retrouvé son lit. Une force qui coule, qui nourrit, qui avance sans effort. C'est la puissance de celui qui est entier, qui n'est plus divisé contre lui-même, qui a rapatrié toutes les parties exilées de son âme. Et je ressens la paix, une paix absolue. Je peux me retourner et regarder la ligne d'horizon de mon passé. Je vois les montagnes des défis, les vallées des tristesses. Mais il n'y a plus de tempête, il n'y a plus de guerre, il n'y a qu'un paysage, baigné d'une lumière douce. Il fait partie de mon histoire, il a fait de moi qui je suis, et je suis en paix avec lui. Je suis léger, je suis puissant, je suis en paix. Ces trois états ne sont pas des visiteurs temporaires. Ils sont ma nouvelle demeure. L'acte du pardon radical n'a pas seulement changé ma relation avec le passé. Il a changé la substance même de mon présent. Je ne suis plus défini par mes blessures. Je suis défini par ma capacité à les transcender. Le grand livre est fermé. La rivière coule vers l'océan. Et mon voyage, enfin, peut vraiment commencer.